Skull and Bones, le dernier avatar des Illuminati. Chapitre issu du livre Les sources secrètes de Anges et démons de Jean-Jacques Bédu, dont je vous ai mis le titre dans la description. Alors, ce livre avait pour but d'explorer les divers mythes dans l'ouvrage et le film d'après Dan Brown. Mais voilà, alors il y a beaucoup d'éléments intéressants. Je dois juste vous mettre en garde que l'auteur a un parti pris plutôt anti-conspirationniste. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'éléments très intéressants. Skull and Bones, le dernier avatar des Illuminati. L'ex-président Bush, un membre des Illuminati? Gillick afficha un sourire entendu. C'était évident. Tout le monde savait que George Bush Senior était un franc-maçon du 33e degré, et qu'il était à la tête de la CIA quand l'agence de renseignement avait refermé le dossier des Illuminati, faute de preuves. Et tous ces discours évoquant les 1000 points lumineux et le nouvel ordre mondial, c'était un membre des Illuminati. Voilà tout. Dan Brown, Anges et démons, page 419. En 1946, on attribue à Roger Mennevet, sous le pseudonyme de Geoffroy de Charnay, la publication de la Synarchie politique, ouvrage dans lequel cet auteur distingue trois catégories de sociétés secrètes. Les sociétés secrètes inférieures, ce sont les sociétés publiques, telles la franc-maçonnerie bleue, celle des 3 premiers grades, la société théosophique ou les groupuscules extrémistes politiques, mouvements synarchiques. On rencontre dans ces sociétés les militants de base, souvent sincères et désintéressés. Ce sont des viviers dans lesquels on puisera les gros poissons, pour les mener vers d'autres cercles plus élevés. Ces sociétés représentent un paravent, et si besoin est, un bouclier pour les vrais initiés. Les sociétés de cadres ou intermédiaires. Ce sont des sociétés authentiquement secrètes, car elles ne sont connues que par un cercle restreint de personnes. Les membres en sont cooptés et doivent se soumettre entièrement à l'autorité de la société. On peut citer le martinisme et les Illuminés de Bavière. Ces sociétés contrôlent ou tentent de contrôler les rouages de l'État. De plus, elles jouent un rôle de gestion et d'exécution. Les sociétés secrètes supérieures. Elles sont totalement secrètes, ignorées des sociétés inférieures et contrôlent les sociétés intermédiaires. Leurs buts sont la domination du monde et la réalisation d'objectifs qui nous sont inconnus. La dernière société secrète à la mode s'appelle Skull and Bones, traduction crâne et os, et fait actuellement couler beaucoup d'encre outre-Atlantique à la suite du film Skulls. Le scénario retrace le parcours initiatique et tragique d'un jeune étudiant de l'université de Yale, qui est un orphelin d'origine modeste et que rien ne destine à être coopté dans l'intrigante société secrète Skull and Bones. Si le film demeure une fiction, la société est bien réelle et réunit des anciens élèves de l'université de Yale. Son siège se trouve dans l'île de Deer Island, sur le fleuve Saint-Laurent, dont elle serait propriétaire. Elle aurait été introduite à l'université de Yale en 1833 par 2 étudiants ayant pris comme modèle la franc-maçonnerie. Et, fait invérifiable, une société secrète allemande inconnue dont il n'est pas difficile de discerner qu'elle pourrait être celle des Illuminés de Bavière. Skull and Bones ferait partie du dernier degré de la pyramide et compterait en son sein les rejetons de très bonnes familles qui composeront plus tard l'élite de ce monde, comme 3 présidents des États-Unis, des dirigeants de la CIA et des magnats de la presse et de la haute société. Ainsi, les honneurs et les récompenses financières sont promis à ces chères têtes blondes, à la seule condition de vouer un sacrifice absolu à la mystérieuse et morbide organisation qui vénère les véritables et saintes reliques de l'ancien chef Sioux, Geronimo. Tout d'abord, comment sont cooptés les 15 chanceux, hommes ou femmes étudiants en dernier cycle, qui vont faire partie chaque année de la mystérieuse société. Paraît-il qu'un simple tape sur l'épaule, intervenant le 2e jeudi du mois d'avril, suffit à vous désigner comme récipiendaire. Ce serait un moment très attendu, car nombreux sont ceux qui caresseraient l'espoir d'en être. Et l'on raconte que certains parents n'enverraient pas leurs enfants dans ces universités, sous prétexte de leur éviter la mortification de n'avoir point été choisis. Au jour déterminé, les aspirants sont conduits dans un local de l'université, dont une salle en sous-sol, appelée la tombe, est entièrement fermée, les murs tendus de velours noir et à l'intérieur de laquelle se trouvent des crânes et ossements humains, sur les murs de gravures ésotériques, des sentences symboliques en latin et en allemand, et des pentagrammes mystérieux. On prévient l'heureux et futur initié qu'il ne doit porter sur lui aucun objet métallique. Lorsque les portes se referment, nul n'est alors admis à suivre la cérémonie d'initiation. Le secret absolu règne. Un journaliste du New York Observer aurait pu s'introduire dans les lieux et filmer l'étrange cérémonie. Voici une partie de son témoignage. Si quelqu'un pouvait grimper sur la tour de Weyar, le singulier château qui surplombe la cour des Skull and Bones, il pourrait entendre des cris,
et des plaintes étranges provenant des entrailles du tombeau, où les 15 nouveaux membres ont été mis en bière, parce qu'il semble être une épreuve déchirante. De plus, les initiés gisent nus dans les cercueils et dévoilent leurs secrets sexuels les plus profonds et les plus sombres, comme part de l'initiation. Ensuite, c'est dans le cercueil et hors du cercueil, dans un voyage symbolique aux enfers pour renaître, qui a lieu dans la salle numéro 322. Là, l'ordre revêt de ses propres habits spéciaux le chevalier nouvellement né, sous-entendant que désormais il se façonnera à la mission de l'ordre. Nous ignorons quel crédit l'on peut porter à de telles assertions. Un fait demeure toutefois évident. Dans sa première partie, la mise au tombeau, la cérémonie est directement inspirée de l'élévation au grade de maître en franc-maçonnerie, dont nous parlerons dans un prochain chapitre. Pour le reste, malheur aux puceaux qui n'auraient pas d'histoire sexuelle à raconter, c'est du bizutage, et il est clair que ces étudiants s'amusent à se faire quelques frayeurs dans l'attente de rejoindre la loge maçonnique de papa. L'emblème de la société est une tête de mort sur fond d'os croisés, qui fut, il est vrai et bien qu'il soit postérieur, l'emblème de certaines Panzerdivision SS, tout comme celui de la Main Noire, société secrète qui aurait fomenté l'attentat contre l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Tout président des États-Unis ayant étudié sur le campus de la célèbre université se doit d'en avoir été membre. C'est ainsi que George W. Bush, comme son père, y furent intronisés, mais également son adversaire malheureux à la Maison-Blanche, John Kerry. Lors de la dernière élection américaine, le débat fut très engagé sur les arcanes de cette société qui, au départ, n'est qu'une simple fraternité, et qui aujourd'hui est accusée de satanisme et de tentative de contrôle du monde par le biais du nouvel ordre mondial. Là encore, les informations qui nous proviennent sur cette fantasmagorie initiatique émanent des mêmes sources, celles des partisans de la grande conspiration mondiale. Une vieille tradition veut qu'on représente sur les pierres tombales des francs-maçons au grade de maître un crâne et des ossements disposés en forme de croix. Cela remonte aussi à un rite des Templiers, 1127 après Jésus-Christ. Le nom de l'ordre vient probablement d'une de ces traditions. Une fois de plus, on ne peut qu'être affligé de la volontaire inculture de l'auteur. Le crâne avec les ossements disposés en forme de croix ne font pas partie des symboles maçonniques usuels, même s'il est vrai qu'il est présent dans le cabinet de réflexion antichambre de l'initiation, et que dans de nombreux rites, le tableau de loge du 3e grade, celui de maître, dévoile des symboles que d'aucuns pourraient à la limite qualifier de morbides, mais surtout pas sataniques. Un franc-maçon qui voudrait dévoiler son ancienne appartenance à l'ordre sur sa pierre tombale pourrait à la rigueur faire graver sur son épitaphe l'équerre et le compas entrelacés, bien que là encore, il ne s'agisse pas d'une preuve absolue puisque l'on retrouve ces symboles sur des tombes romaines dans une période très antérieure à l'apparition de la franc-maçonnerie. Skull and Bones n'est pas la seule société secrète estudiantine. Elles existent en Allemagne et en Angleterre. Ce sont des confréries que l'on dit très fermées et qui réservent des emplois à leurs membres. Selon Corinna Adam, être expulsé d'une confrérie peut encore entraîner la ruine sociale. Y appartenir, c'est être assuré de protection pendant la vie entière, avec les obligations correspondantes. Il apparaît toutefois, particulièrement aux États-Unis, que ces sociétés dispensent à leurs futurs membres des initiations qui s'apparentent plutôt, comme nous l'avons entrevu avec Skull and Bones, à des séances de brimade à caractère sexuel. La nudité partielle ou complète des impétrants est souvent requise, et les implications homosexuelles sont souvent équivoques, qui ne sont pas sans nous rappeler le comportement de certains primates, chez lesquels les mâles dominants montent les dominés. Parfois, certaines cérémonies dérapent, comme avec cet étudiant américain qui a trouvé la mort. Conduit au bord d'une falaise, on lui avait bandé les yeux et fait tourner plusieurs fois sur lui-même. S'il faisait confiance à la confrérie, il devait faire un pas vers la gauche. Il s'est hélas trompé de côté. Alors, Skull and Bones est-elle une véritable société secrète qui s'apparente à l'ordre noir des SS, ou une simple fraternité d'étudiants, association de potaches en pseudo-société secrète, jeux d'adolescents pratiquant des rites de puberté et parodiant les adultes, dans l'antichambre d'une franc-maçonnerie américaine moderne, qui est l'une des plus ridicules du monde? Faute de sources plus sérieuses, nous optons bien sûr pour la deuxième hypothèse. En effet, il est difficile de porter le moindre crédit à ce type d'allégations largement diffusées sur Internet. Tout le veine l'initié dans cette société doit embrasser les pieds du pape. Ce fait peut sembler étrange et contradictoire, mais c'est un leurre. Cette révélation associe étroitement Skull and Bones aux Illuminati. Cela fait des siècles que les Illuminés cooptèrent secrètement avec les papes et qu'ils reconnaissent la primauté spirituelle de ce dernier. Concrètement, à chaque réception, cette suprématie se traduit par des vêtements de couleurs différentes entre un pape et ses visiteurs illuminés. Le pape est toujours habillé de blanc. L'étiquette doit toujours être respectée. Par ce symbolisme, les Illuminati déclarent qu'ils accordent au pape la suprématie spirituelle. Ce nouvel ordre mondial n'est-il pas en réalité
l'expression du rejet de la nouvelle économie, celle qui exacerbe l'individualisme, la compétitivité, l'aspiration à s'enrichir le plus rapidement possible. Les hommes perdent la raison sous l'influence de l'or, multipliant dans leur âme les passions basses, le goût de l'avarice et la vanité. La vocation de la franc-maçonnerie serait d'être tolérante, philanthrope, fraternelle et de façonner l'homme à cette image. Et elle maintient cette illusion, et parce qu'elle s'adresse à une classe économique et intellectuelle prétendument supérieure, d'aucuns imaginent qu'elle est un danger potentiel pour la démocratie et la liberté, et enfin que ses serments secrets violent les commandements de l'Écriture. Les sociétés secrètes fascinent avec leur mélange d'interdits, de rites initiatiques et terrifiants, de pouvoir, d'occultisme, d'envie et de fantasmes. De son côté, Internet diffuse de manière pernicieuse le poison de la désinformation et du doute généralisé. Voilà des années que l'on nous rabâche que l'Amérique est gouvernée par les grands patrons, l'Angleterre par les banquiers et la France par les francs-maçons. La grande conjuration des Illuminati, savamment entretenue par des réseaux très organisés, devient le fonds de commerce de mouvements sectaires ou extrémistes qui, dans ce fatras idéologique, ambitionnent d'enseigner une religion nouvelle en promettant de délivrer le Quidam des angoisses de son temps. Force est de constater que les Américains sont très friands de ce genre de littérature et le nombre d'ouvrages et de sites internet consacrés à la grande conjuration mondiale sont en expansion. Le succès des livres de Dan Brown démontre combien l'Europe et le reste du monde ne sont plus à l'abri. Voici le fléau de notre société moderne, anesthésiée par le confort matériel. Les sectes attirent de nouveaux adeptes en alimentant leur délire paranoïaque. Ceci révèle une évidente décadence de notre société et une inculture probante. Bon, outre le point de vue subjectif de l'auteur, parce que de façon sous-jacente, il défend et fait la promotion de la franc-maçonnerie, j'espère que cet extrait aura le mérite de vous avoir appris quelque chose, et notamment si elle a pu vous faire connaître le film Skulls, qui est en 2 ou 3 parties, je ne sais plus. Voilà, j'aurais été content de vous faire connaître ce film. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Constituer une société secrète à l'intérieur des sociétés secrètes.